Un après-midi ensoleillé d'avril 2009, Thomas Lavigne jouait au frisbee avec sa fille Emma dans le parc municipal de Sainte-Colombe, un paisible village de Bourgogne. L'espace de quelques minutes, le temps d'aller chercher une bouteille d'eau dans la voiture, Emma disparut sans laisser de traces. 15 ans plus tard, lors de la rénovation d'une vieille bibliothèque, une découverte bouleversante révélerait une vérité que personne n'aurait pu imaginer et changerait à jamais la définition du mot « famille » pour les Lavigne. Avant de continuer avec l'histoire d'Emma Lavigne, si vous appréciez les cas mystérieux comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous avons de nouveaux cas chaque semaine qui vont vous tenir en haleine. Maintenant, retournons à Sainte-Colombe et découvrons comment tout a commencé. Sainte-Colombe était l'un de ces villages français où le temps semblait s'être arrêté quelque part entre le 19e et le 20e siècle. Avec ses 2847 habitants, ses maisons en pierre blonde typiques de la Bourgogne et sa place centrale dominée par une église romane du XIIe siècle, le village incarnait la tranquillité rurale française. Les rues pavées résonnaient du claquement des sabots des chevaux de trait que quelques agriculteurs utilisaient encore pour les travaux des champs, et l'air embaumait perpétuellement le pain frais de la boulangerie Mercier et les roses grimpantes qui ornaient la plupart des façades. Les habitants se connaissaient tous, partageaient les mêmes traditions séculaires et vivaient au rythme des saisons viticoles. Le marché du jeudi matin rassemblait toute la communauté autour des étals de légumes, fromages et vins locaux, et les conversations portaient généralement sur la météo, les récoltes et les derniers potins du village. Crime et violence semblaient des concepts appartenant à un autre monde, celui des grandes villes lointaines qu'on voyait parfois aux informations télévisées. Emma Lavigne était née dans cette atmosphère de sécurité absolue le 15 septembre 2001, fille unique de Thomas et Mathilde Lavigne. Thomas, 34 ans, travaillait comme technicien dans l'unique entreprise industrielle du canton, une petite usine de composants électroniques située à 10 km de Sainte-Colombe. C'était un homme grand et mince, aux cheveux châtains toujours légèrement ébouriffés, qui portait invariablement des chemises à carreaux et des jeans délavés. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un de fiable, ponctuel et discret, qui ne parlait jamais de ses problèmes personnels, mais s'illuminait dès qu'on mentionnait sa fille. Mathilde, 31 ans, enseignait le français et l'histoire au collège de Beaune, une ville voisine plus importante. Elle était une femme élégante aux cheveux auburn qu'elle portait toujours en chignon soigné, passionnée de littérature classique et de jardinage. Malgré sa profession qui l'amenait à côtoyer quotidiennement des adolescents difficiles, elle avait gardé une vision optimiste de la nature humaine et une confiance absolue en la bonté fondamentale des gens. Le couple s'était rencontré en 1998 lors d'un festival de musique classique à Dijon. Thomas, qui n'était pourtant pas mélomane, y accompagnait un ami musicien, tandis que Mathilde y assistait par passion personnelle. Leur histoire d'amour avait été simple et évidente. Ils partageaient les mêmes valeurs de famille, de simplicité et d'authenticité. Leur mariage en 2000 avait été célébré dans l'intimité, entourés uniquement de leurs familles respectives et de quelques amis proches. Emma était l'enfant qu'ils avaient ardemment désiré. Après 2 fausses couches qui avaient profondément marqué Mathilde, sa naissance avait été vécue comme un miracle. C'était une fillette aux boucles blondes qui lui arrivait aux épaules, aux yeux bleus pétillants de malice et au sourire contagieux qui illuminait son visage criblé de taches de rousseur. Elle portait presque toujours des robes colorées. Sa préférée était rouge, avec des petites cerises brodées, et des sandales en cuir qu'elle refusait obstinément de lasser correctement, préférant les laisser pendre de manière désinvolte. La personnalité d'Emma était un mélange fascinant de curiosité insatiable et de tendresse naturelle. Elle posait constamment des questions sur tout ce qui l'entourait. Pourquoi les feuilles changèrent de couleur en automne? Comment les oiseaux savaient construire leur nid? Si les fourmis avaient des familles comme les humains? Thomas et Mathilde s'émerveillaient de son intelligence précoce et de sa capacité à établir des connexions surprenantes entre des concepts apparemment disparates. À l'école primaire de Sainte-Colombe,
Emma était une élève brillante, mais pas studieuse. Elle préférait regarder par la fenêtre et inventer des histoires sur les nuages plutôt que de se concentrer sur ses exercices de mathématiques. Madame Fontaine, son institutrice, la décrivait comme une enfant lumineuse qui comprend tout instantanément mais qui s'ennuie vite si on ne stimule pas son imagination. Emma adorait par-dessus tout passer du temps avec son père. Chaque samedi matin, ils partaient ensemble explorer les environs du village. Ramasser des champignons en forêt, observer les oiseaux près de l'étang communal, ou simplement se promener en bavardant de tout et de rien. Thomas lui avait appris à reconnaître les différentes espèces d'arbres, à identifier les traces d'animaux dans la boue et à construire des cabanes avec des branches mortes. Ces moments privilégiés étaient devenus leur rituel sacré, un temps exclusivement réservé à leur complicité père-fille. Les dimanches après-midi étaient souvent consacrés aux activités familiales, pique-niques quand le temps le permettait, visites de châteaux de la région, ou simplement jardinage dans leur petit potager derrière la maison. Emma avait sa propre parcelle de terrain où elle cultivait des radis et des tournesols, avec un sérieux touchant, arrosant religieusement ses plantations chaque soir et prenant des notes dans un petit carnet pour suivre leur croissance. La maison des Lavignes se situait dans la rue des Tilleuls, une voie tranquille bordée d'arbres centenaires qui donnait une ombre apaisante pendant les chaleurs estivales. C'était une ancienne maison de vigneron construite en 1890, avec ses murs en pierre apparente, ses volets verts et sa petite cour pavée où Mathilde avait installé des jardinières débordantes de géranium. L'intérieur respirait la simplicité chaleureuse. Poutres apparentes, carrelage en terre cuite, meubles anciens hérités des grands-parents, et partout des livres, des plantes vertes et les dessins d'Emma scotchés sur le réfrigérateur. Le quotidien des Lavignes s'organisait autour de routines rassurantes. Thomas partait travailler chaque matin à 7h30, non sans avoir embrassé sa fille et promis de lui rapporter quelque chose d'intéressant de sa journée. Un caillou au reflet brillant, une plume d'oiseau inconnu, ou simplement une histoire drôle à raconter. Mathilde accompagnait Emma à l'école avant de prendre la route pour Beaune, et toute la famille se retrouvait le soir autour d'un dîner où chacun racontait ses péripéties quotidiennes. Les week-ends étaient le moment que tous attendaient impatiemment. Emma se réveillait souvent avant ses parents et venait se glisser dans leur lit pour des câlins matinaux qui pouvaient durer 1 heure entière. Puis venaient les petits déjeuners prolongés, les projets d'activités débattus en famille et ces longues journées sans contraintes horaires où le temps semblait s'étirer à l'infini. Le 25 avril 2009 était un samedi comme les autres, marqué par cette routine familiale que les Lavignes chérissaient tant. Le printemps s'installait définitivement en Bourgogne, apportant ses premières vraies chaleurs et ses promesses d'été proche. Les cerisiers du village étaient en pleine floraison, transformant les rues en chemins féeriques tapissés de pétales roses et blancs que le vent faisait danser comme des confettis naturels. Ce samedi matin du 25 avril 2009 avait commencé par le réveil joyeux d'Emma vers 7h30. Sautillant pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine pour rejoindre ses parents qui prenaient leur café. Elle portait sa robe préférée, celle aux petites cerises, et ses cheveux blonds formaient un halo ébouriffé autour de son visage encore gonflé de sommeil. Comme chaque week-end, elle grimpa sur les genoux de Thomas pour partager son croissant, bavardant avec animation des projets qu'elle avait pour la journée. « Papa, on peut aller au parc aujourd'hui ? J'ai apporté mon nouveau frisbee de l'école, tu sais, celui que maîtresse nous a donné pour la kermesse. » Thomas sourit en embrassant le sommet de sa tête blonde. Le parc municipal était effectivement l'un de leurs lieux de promenade favoris, surtout par ce temps magnifique qui invitait à profiter du plein air. Après un petit déjeuner tranquille, ponctué des bavardages incessants d'Emma et des rires de ses parents, la famille Lavigne se prépara pour leur sortie traditionnelle. Mathilde opta finalement pour rester à la maison afin de s'occuper de ses plantations et rattraper quelques corrections de copies, encourageant Thomas et Emma à profiter de leur moment père-fille habituel. Vers 14h30, Thomas et Emma quittèrent la maison, Emma serrant précieusement son frisbee multicolore contre sa poitrine.
Le trajet jusqu'au parc municipal ne prenait que 10 minutes à pied, traversant le centre du village, où ils croisèrent plusieurs connaissances, qui les saluèrent chaleureusement. Madame Bertrand, l'épicière, leur fit même un signe amical depuis sa devanture, remarquant plus tard aux gendarmes qu'Emma semblait particulièrement heureuse et excitée ce jour-là. Le parc municipal de Sainte-Colombe s'étendait sur environ 3 hectares, au sud du village, bordé d'un côté par la route départementale et de l'autre par un petit bois de chênes et de hêtres. Aménagé dans les années 1960, il comprenait une aire de jeux pour enfants avec balançoires et toboggans, plusieurs tables de pique-nique en bois, un terrain de pétanque très fréquenté par les anciens du village et une vaste pelouse centrale parfaite pour les jeux de ballon. Ce samedi après-midi printanier, le parc connaissait une affluence habituelle pour la saison. Une dizaine de familles profitaient du beau temps. Les époux Martineau avec leurs 3 fils qui jouaient au football, la famille Rodriguez dont la fille de 5 ans s'amusait sur les balançoires sous la surveillance de sa grand-mère, et plusieurs couples d'âge mûr qui lisaient tranquillement sur les bancs à l'ombre des tilleuls centenaires. Thomas et Emma s'installèrent sur la pelouse centrale, suffisamment éloignés des autres familles pour avoir l'espace nécessaire à leur jeu sans déranger personne. Emma était dans un de ces jours particulièrement énergiques, courant dans tous les sens avec son frisbee, tentant des lancers acrobatiques qui l'amusaient énormément, même quand ils se soldaient par des échecs spectaculaires. « Regarde papa, je vais essayer de le lancer en tournant sur moi-même !» s'exclamait-elle, avant de s'élancer dans une pirouette approximative qui envoyait invariablement le frisbee dans la direction opposée à celle visée. Thomas riait de bon cœur en courant récupérer le disque volant, encourageant sa fille dans ses expérimentations créatives. Ils jouèrent ainsi pendant près d'1 heure, alternant entre frisbee et cache-cache improvisé derrière les arbres bordant la pelouse. Emma découvrit une coccinelle qu'elle observa avec fascination pendant plusieurs minutes, posant ses questions habituelles sur la vie de ces petites créatures. Thomas s'émerveillait comme toujours de sa curiosité naturelle et de sa capacité à s'étonner des choses les plus simples. Vers 15h45, Thomas réalisa qu'il avait oublié d'apporter de l'eau pour sa fille, qui commençait à montrer des signes de soif après toute cette activité physique. Emma était assise sous un platane, tentant de tresser une couronne avec des pâquerettes qu'elle avait cueillies dans l'herbe, complètement absorbée par sa création artistique. « Ma puce, je vais juste chercher une bouteille d'eau dans la voiture. Tu veux bien m'attendre ici ? Je reviens dans 2 minutes, lui dit Thomas en désignant sa Renault de Mégane garée sur le parking du parc, visible depuis leur emplacement à environ 50 mètres de distance. Emma leva brièvement les yeux de sa couronne de fleurs, hocha la tête distraitement et retourna aussitôt à son ouvrage, tirant la langue dans un effort de concentration touchant. Thomas nota mentalement sa position exacte, sous le grand platane près du terrain de pétanque, et se dirigea d'un pas rapide vers sa voiture. Le parking était situé légèrement en contrebas de la pelouse, accessible par un sentier en gravier qui serpentait entre quelques buissons de forsythias en fleurs. Thomas dut fouiller quelques instants dans son coffre pour retrouver la bouteille d'eau qu'il pensait y avoir laissée la semaine précédente. Il tomba finalement sur une bouteille entamée coincée sous un sac de sport, vérifia qu'elle était encore bonne, et remonta aussitôt vers la pelouse. Tout ce trajet aller-retour n'avait duré que 4 minutes au maximum. Thomas était certain de ce délai car il avait machinalement consulté sa montre en quittant Emma, 15h47, et de nouveau en constatant sa disparition, 15h51. 4 minutes pendant lesquelles son monde allait basculer à jamais. Quand Thomas atteignit le platane sous lequel il avait laissé sa fille, celle-ci avait disparu. La couronne de pâquerettes inachevées gisait dans l'herbe, quelques fleurs éparpillées, comme si Emma était partie précipitamment au milieu de son activité. Le frisbee multicolore reposait à 2 mètres de là, abandonné près du tronc de l'arbre. « Emma ? Emma !» appela Thomas, pensant d'abord qu'elle s'était cachée pour lui faire une surprise, une habitude qu'elle avait développée ces dernières semaines. Il fouilla rapidement derrière les arbres voisins, scruta les buissons environnants, éleva la voix. « Emma, ce n'est pas drôle, viens ici !»
Le silence qui lui répondit fit naître les premières pointes d'angoisse dans sa poitrine. Emma était une enfant obéissante qui ne s'éloignait jamais sans prévenir, surtout quand son père l'appelait avec cette intonation légèrement autoritaire qu'elle connaissait bien. Thomas commença à courir d'un groupe de famille à l'autre, demandant si quelqu'un avait vu une petite fille blonde en robe rouge. Madame Rodriguez, qui surveillait sa petite-fille sur les balançoires, se souvenait avoir aperçu Emma sous le platane quelques minutes plus tôt, mais ne l'avait pas vue partir. Monsieur Martineau et ses fils confirmèrent avoir remarqué la fillette, mais étaient trop concentrés sur leur match de football pour avoir fait attention à ses déplacements. C'est Julien Moreau, un adolescent de 16 ans qui promenait son chien près de la lisière du bois, qui fournit le témoignage le plus troublant. Il affirma avoir vu Emma se diriger vers les arbres en compagnie d'un homme qu'il ne connaissait pas, mais la distance et l'ombre des feuillages l'empêchaient de donner une description précise. Il avait d'abord pensé qu'il s'agissait du père de la fillette, avant de voir Thomas chercher sa fille avec affolement quelques minutes plus tard. L'homme était de taille moyenne, je crois, et il portait des vêtements sombres. Je ne pourrais pas reconnaître son visage, j'étais trop loin et mon chien tirait sur sa laisse pour renifler quelque chose, expliqua Julien aux gendarmes qui l'interrogèrent plus tard. Mais j'ai eu l'impression qu'Emma le connaissait. Elle marchait à côté de lui naturellement, sans résister ni paraître effrayée. À 16h10, après 20 minutes de recherche infructueuse et de questions posées à tous les présents, Thomas composa le 17 sur son téléphone portable avec des mains tremblantes. Sa voix se brisa quand il prononça les mots qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à dire « Ma fille a disparu ». Emma Lavigne, 7 ans, cheveux blonds, robe rouge, parc municipal de Sainte-Colombe. Venez vite, s'il vous plaît. L'arrivée des gendarmes 15 minutes plus tard marqua le début du cauchemar le plus long de la vie de Thomas et Mathilde Lavigne. Le brigadier-chef François Lecomte, un homme d'expérience de 48 ans, habitué aux situations de crise, prit immédiatement les choses en main. Il établit un périmètre de sécurité autour du parc, interrogea systématiquement tous les témoins présents et lança les premières recherches dans la forêt adjacente. Mathilde arriva en courant du village 10 minutes après l'appel paniqué de son mari, le visage décomposé et les cheveux défaits. En voyant la couronne de pâquerettes abandonnée et le frisbee solitaire sous le platane, elle s'effondra dans les bras de Thomas, secoué de sanglots hystériques qui alertèrent tout le voisinage. « Où est ma petite fille? Où est Emma ?» répétait-elle entre ses larmes, agrippant la chemise de son mari, comme si celui-ci détenait magiquement la réponse à cette question qui allait les hanter pendant des années. En moins de 2 heures, le dispositif de recherche prit une ampleur considérable pour un village de cette taille. La gendarmerie de Beaune dépêcha une équipe cynophile avec 2 bergers allemands spécialement entraînés pour retrouver les personnes disparues. Les pompiers de la région mobilisèrent 3 équipes de recherche en forêt, équipées de matériel de spéléologie au cas où Emma serait tombée dans un puits ou une cavité naturelle. Le maire de Sainte-Colombe, Michel Bonnefoy, lança un appel aux volontaires qui attira plus de 200 habitants prêts à participer aux battues. Le témoignage de Julien Moreau orienta immédiatement les soupçons vers un enlèvement plutôt qu'un accident. Le capitaine Patricia Vaillant, officier de police judiciaire spécialisé dans les affaires de mineurs, fut dépêché depuis Dijon pour prendre la direction de l'enquête. C'était une femme de 42 ans, mère de famille elle-même, dont l'expérience et l'empathie naturelle en faisaient une spécialiste reconnue dans ce type d'affaires délicates. Les premières 24 heures furent cruciales. Pendant que les équipes de recherche ratissaient méthodiquement la forêt et les environs du village, le capitaine Vaillant et son équipe interrogèrent tous les habitants de Sainte-Colombe, susceptibles d'avoir croisé Emma ou remarqué quelque chose d'inhabituel. Ils établirent également une liste de tous les délinquants sexuels recensés dans un rayon de 50 km, soit 17 individus dont il fallait vérifier les alibis. Le portrait robot, établi à partir du témoignage fragmentaire de Julien Moreau, ne donnait malheureusement que des indications très vagues. Homme de corpulence moyenne, âgé entre 30 et 50 ans, cheveux foncés, vêtu d'un pantalon et d'une veste sombre.
Cette description pouvait correspondre à la moitié de la population masculine de la région, ce qui compliquait considérablement les recherches. Les médias s'emparèrent rapidement de l'affaire. Le journal local, La République de Saône-et-Loire, consacra sa une du lundi à la disparition d'Emma avec une photo de la fillette souriante dans sa robe aux cerises rouges. Les chaînes de télévision régionales envoyèrent des équipes sur place, transformant le paisible village en plateau de tournage improvisé où journalistes et caméramens se bousculaient pour recueillir les témoignages des habitants. Thomas et Mathilde acceptèrent de participer à l'émission Perdu de vue, diffusée sur France 2, espérant que la médiatisation nationale de l'affaire permettrait de retrouver leur fille. Leur apparition à l'écran, le jeudi suivant la disparition, émut des millions de téléspectateurs. Mathilde, épuisée par 4 nuits blanches, supplia d'une voix brisée. « Si quelqu'un détient Emma, je vous en prie, rendez-la nous. Elle n'a que 7 ans. Elle a besoin de sa famille. Nous ne porterons pas plainte, nous voulons juste qu'elle revienne à la maison. » Cet appel télévisé généra plus de 300 témoignages en 48 heures, obligeant la gendarmerie à renforcer son dispositif pour traiter cette avalanche d'informations. Malheureusement, la plupart se révélèrent être des erreurs d'identification, des canulars ou des témoignages de personnes bien intentionnées mais mal renseignées. 3 pistes sérieuses émergèrent néanmoins de ces signalements. Un automobiliste affirma avoir vu une fillette correspondant au signalement d'Emma dans une voiture sur l'autoroute A6, près de Chalon-sur-Saône, le dimanche matin suivant la disparition. Une employée de station-service de Mâcon pensait avoir reconnu Emma accompagnée d'un homme dans ses toilettes, mais ses souvenirs restaient flous. Enfin, plusieurs témoins signalèrent la présence d'un camping-car suspect aux plaques allemandes, garé près du parc municipal dans les jours précédant la disparition. Chacune de ces pistes fut méthodiquement explorée par les enquêteurs. L'autoroute fut passée au peigne fin, les caméras de surveillance analysées, les campings de la région visités. Le camping-car allemand fut finalement retrouvé près de Lyon, occupé par un couple de retraités bavarois en voyage touristique, dont l'alibi fut rapidement établi. Au bout de 3 semaines d'investigation intensive, le capitaine Vaillant dut se rendre à l'évidence. Malgré les moyens considérables déployés, l'enquête piétinait faute d'éléments concrets. Les recherches sur le terrain furent progressivement réduites, même si des battues ponctuelles continuèrent d'être organisées par les bénévoles locaux pendant plusieurs mois. Le village de Sainte-Colombe, traumatisé par cette tragédie, ne retrouva jamais complètement sa sérénité d'antan. Les parents accompagnaient désormais systématiquement leurs enfants dans leurs déplacements. Le parc municipal se vida progressivement de ses jeunes visiteurs et une atmosphère de méfiance générale s'installa dans une communauté autrefois insouciante. Thomas arrêta de travailler pendant 6 mois, incapable de se concentrer sur autre chose que la recherche de sa fille. Il passait ses journées à sillonner la région en voiture, s'arrêtant dans chaque village, montrant la photo d'Emma à tous les passants, interrogeant les commerçants, affichant des avis de recherche sur tous les panneaux d'affichage municipal qu'il trouvait. Mathilde dut prendre un congé maladie prolongé, rongé par la culpabilité de ne pas avoir accompagné sa famille au parc ce jour-là. Leur couple, uni jusque-là par un amour solide et une complicité évidente, commença à se fissurer sous le poids du chagrin et des reproches mutuels. Thomas se reprochait son absence fatale de 4 minutes. Mathilde regrettait amèrement sa décision de rester à la maison. Ils consultèrent plusieurs psychologues, mais rien ne semblait pouvoir combler le vide immense laissé par l'absence d'Emma. Les anniversaires devinrent des épreuves insupportables. Chaque 15 septembre, Mathilde préparait un gâteau qu'elle déposait devant la photo d'Emma dans le salon, espérant contre toute logique que sa fille franchirait miraculeusement la porte d'entrée pour souffler ses bougies. Thomas entretenait religieusement la chambre de sa fille, conservant intacts tous ses jouets, ses livres, ses dessins épinglés au mur. Au fil des années, les Lavigne développèrent des rituels de commémoration qui rythmaient leur existence endeuillée. Chaque 25 avril, date de la disparition, ils se rendaient au parc municipal pour déposer un bouquet de pâquerettes sous le platane où Emma avait été vue pour la dernière fois.
Chaque week-end, Thomas parcourait seul les sentiers de forêt où il avait jadis promené sa fille, cherchant des indices qui n'existaient plus. Mathilde rejoignit une association de parents d'enfants disparus, l'Espoir retrouvé, qui l'aida à canaliser sa douleur dans des actions concrètes. Elle participa à l'organisation de campagnes de prévention dans les écoles, sensibilisant les enfants aux dangers des inconnus sans pour autant les terroriser. Cette activité lui donna un semblant de but dans l'existence, même si aucun engagement ne pouvait vraiment combler l'absence d'Emma. En 2012, 3 ans après la disparition, une nouvelle piste relança momentanément l'espoir des Lavignes. Un pédophile notoire, Bernard Duhamel, fut arrêté près de Montpellier pour des faits similaires à l'enlèvement d'Emma. Pendant son interrogatoire, il mentionna vaguement une petite fille des environs de Beaune parmi ses victimes potentielles. Thomas et Mathilde firent le voyage jusqu'au commissariat de Montpellier où ils purent observer l'homme derrière une vitre sans teint. Duhamel était un quinquagénaire aux cheveux grisonnants, de corpulence moyenne, qui correspondait grossièrement au signalement fourni par Julien Moreau 6 ans plus tôt. Cependant, après plusieurs jours d'interrogatoire serré, l'homme nia catégoriquement toute implication dans l'affaire Emma Lavigne. Son avocat produisit des éléments d'alibi qui le disculpèrent finalement, plongeant une nouvelle fois la famille dans la déception. Cette fausse alerte eut des conséquences dévastatrices sur le moral des Lavignes. L'espoir, cruellement ravivé pendant quelques jours, s'effondra plus violemment encore, laissant Thomas et Mathilde dans un état de prostration profonde. Ils réalisèrent alors que leur attente perpétuelle d'un miracle les empêchait de faire le deuil nécessaire pour continuer à vivre. C'est à cette époque qu'ils rencontrèrent Henri Marchand, un homme qui allait jouer un rôle discret mais crucial dans la résolution future de l'affaire. Henri était le nouveau bibliothécaire municipal de Sainte-Colombe, embauché en 2013 pour remplacer Georgette Dubois, qui partait en retraite après 40 ans de service. À 58 ans, c'était un homme discret, aux cheveux gris, toujours impeccablement peigné, qui portait invariablement des costumes sombres, légèrement démodés et des lunettes à monture épaisse. Henri avait une particularité qui intriguait les habitants du village. Il vivait seul dans une ancienne maison de maître située rue des Acacias, une bâtisse du XIXe siècle qu'il avait héritée de sa tante, décédée en 2010. Cette femme, Clémence Marchand, avait été institutrice au village pendant des décennies, réputée pour sa sévérité, mais respectée pour son dévouement aux enfants défavorisés. Sa mort avait laissé Henri seul héritier d'une fortune modeste, mais d'une propriété considérable. Ce qui rendait Henri particulièrement sympathique aux yeux des Lavignes, c'est l'intérêt sincère qu'il portait à leur drame. Contrairement à beaucoup de nouveaux arrivants qui évitaient soigneusement le sujet par pudeur ou gêne, Henri posait des questions délicates avec tact, offrait son aide concrète pour les recherches et montrait une empathie rare pour leurs souffrances. Il proposa même de numériser et archiver tous les documents relatifs à l'enquête, utilisant ses compétences professionnelles pour créer une base de données consultables qui pourrait servir si de nouveaux éléments apparaissaient. « Monsieur et Madame Lavigne », leur dit-il un jour de novembre 2014, « je sais que cela peut paraître présomptueux de ma part, mais j'aimerais vous aider à maintenir vivante la mémoire d'Emma. À la bibliothèque, nous pourrions créer un espace dédié aux enfants disparus avec la photo de votre fille et des informations sur l'affaire. Parfois, les témoins se manifestent des années après les faits. » Cette proposition toucha profondément Thomas et Mathilde, qui y virent une marque de respect envers leur fille disparue. Henri organisa effectivement un coin mémoire dans la bibliothèque, avec une photo d'Emma souriant dans sa robe aux cerises, accompagnée d'un texte sobre rappelant les circonstances de sa disparition et un numéro de téléphone pour tout témoignage. De nombreux habitants du village et des communes voisines découvrirent ainsi l'histoire d'Emma lors de leur visite à la bibliothèque. Au fil des années, Henri devint un confident discret mais précieux pour les Lavignes. Il les invitait parfois à prendre le thé chez lui, dans sa grande maison silencieuse, écoutant leurs épanchements avec une patience infinie.
Sa propre solitude, il avait perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture en 1995, raison pour laquelle il avait quitté Lyon pour s'installer en Bourgogne, créait une complicité naturelle avec ce couple brisé par la disparition de leur enfant unique. La douleur ne disparaît jamais complètement, leur confiait-il lors d'une de ces soirées mélancoliques, mais elle se transforme. Elle devient moins aiguë, plus supportable, et surtout elle donne un sens particulier aux moments de bonheur qui finissent toujours par revenir, même si on croit le contraire. En 2016, 7 ans après la disparition d'Emma, Thomas et Mathilde prirent une décision difficile mais nécessaire. Ils acceptèrent de faire déclarer leur fille officiellement décédée. Cette démarche administrative, douloureuse mais indispensable pour certaines questions successorales et d'assurance, leur permit paradoxalement de commencer un vrai travail de deuil. Ils organisèrent une cérémonie commémorative à l'église de Sainte-Colombe, où tout le village vint rendre un dernier hommage à la petite Emma. Cette période marqua également le début d'une lente reconstruction pour le couple. Thomas reprit progressivement ses activités professionnelles, acceptant même une promotion qui l'amenait à encadrer une équipe de jeunes techniciens. Mathilde retourna enseigner, trouvant dans le contact avec ses élèves adolescents une forme de thérapie qui l'aidait à retrouver goût à l'existence. Ils vendirent leur maison de la rue des Tilleuls, trop chargée de souvenirs, pour s'installer dans un appartement moderne près du centre-ville. Cependant, leur nouvelle sérénité restait fragile, menacée par les moindres rappels de leur tragédie familiale. Chaque enfant blond aperçu de dos dans la rue faisait battre leur cœur plus vite. Chaque anniversaire ou fête de famille ravivait la douleur de l'absence. Ils avaient appris à vivre avec ce manque, mais n'avaient jamais renoncé totalement à l'espoir secret qu'Emma puisse un jour revenir dans leur existence. Les années s'écoulèrent dans cette mélancolie apaisée, rythmée par les saisons et les petits événements de la vie provinciale. Thomas développa une passion pour la photographie de nature, trouvant dans l'observation patiente de la faune locale une forme de méditation qui calmait ses angoisses. Mathilde se lança dans l'écriture, rédigeant un roman largement autobiographique qui racontait l'histoire d'une mère confrontée à la disparition de son enfant. En 2020, 11 ans après le drame, une nouvelle génération d'enfants grandissait à Sainte-Colombe, sans connaître l'histoire d'Emma Lavigne. Le parc municipal avait retrouvé son animation d'antan. Les familles y pique-niquaient de nouveau sans arrière-pensée, et seul le coin mémoire de la bibliothèque rappelait encore la tragédie qui avait secoué le village. C'est dans ce contexte d'oubli progressif que se préparait à l'insu de tous la découverte qui allait bouleverser définitivement l'existence des Lavigne et révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Le 12 mars 2024, 15 ans presque jour pour jour après la disparition d'Emma, le conseil municipal de Sainte-Colombe prit une décision qui semblait anodine, mais qui allait changer le cours de l'histoire. La transformation de l'ancienne bibliothèque municipale en centre culturel polyvalent. Le bâtiment, construit en 1923, ne répondait plus aux normes modernes d'accessibilité et nécessitait des travaux de rénovation considérables pour accueillir des activités diversifiées. Henri Marchand, qui avait dirigé cette bibliothèque pendant plus de 10 ans, accepta cette évolution avec philosophie. À 69 ans, il approchait de la retraite et voyait dans ce projet l'occasion de moderniser enfin un établissement qu'il avait toujours trouvé trop exigu et mal adapté aux besoins contemporains. La mairie avait prévu de reloger temporairement les collections dans l'ancienne école maternelle en attendant l'achèvement des travaux prévus pour l'automne 2025. Les entreprises de rénovation commencèrent leurs interventions le 18 mars 2024. L'équipe de Marc Fontaine, maître d'œuvre local spécialisé dans la restauration de bâtiments anciens, découvrit rapidement que le sous-sol de la bibliothèque était plus complexe qu'il n'y paraissait sur les plans originaux. En effet, le bâtiment avait été construit sur les fondations d'une ancienne école religieuse du XIXe siècle, elle-même érigée sur des caves voûtées datant probablement du XVIIIe siècle. « Monsieur le maire »,
expliqua Marc Fontaine lors de la réunion de chantier du 25 mars, nous avons un problème avec les fondations. Les plans que nous avions ne correspondent pas à la réalité du terrain. Il y a tout un réseau de caves et de couloirs souterrains que personne ne nous avait signalés. On ne peut pas commencer les grosses œuvres sans comprendre exactement ce qu'il y a en dessous. Michel Bonnefoy, toujours maire de Sainte-Colombe après 15 ans de mandat, fronça les sourcils en examinant les photographies prises par les ouvriers dans les sous-sols. Les images révélaient effectivement l'existence de plusieurs salles voûtées, reliées entre elles par des couloirs étroits dont l'origine et la destination demeuraient mystérieuses. Ces caves ne figurent sur aucun plan cadastral que nous possédons, constata l'architecte municipal. Il va falloir faire appel à un cabinet spécialisé en archéologie préventive pour explorer ces espaces avant de continuer les travaux. C'est une obligation légale. Henri Marchand, présent à cette réunion en tant qu'ancien responsable des lieux, manifesta une certaine surprise face à ces révélations. En 10 ans de présence dans ce bâtiment, je n'ai jamais soupçonné l'existence de ces caves. L'accès au sous-sol était condamné depuis des décennies, et personne ne m'avait jamais parlé de ces installations souterraines. Le cabinet d'archéologie Dumont & Associés, mandaté par la mairie, envoya une équipe de 3 spécialisés dès le 2 avril pour effectuer les relevés nécessaires, dirigés par Dr. Sophie Renard, archéologue médiéviste. L'équipe s'attendait à découvrir des caves de stockage traditionnelles ou d'anciens celliers conventuels, typiques des constructions religieuses de l'époque. Ce qu'ils trouvèrent dépassait largement leurs attentes et leurs compétences habituelles. Le réseau souterrain s'étendait sur près de 200 mètres carrés, comprenant 6 salles principales, reliées par des couloirs voûtés parfaitement conservés. Plus troublant encore, certaines de ces salles semblaient avoir été aménagées récemment, équipées d'installations électriques sommaires et de systèmes d'aération sophistiqués qui ne correspondaient à aucune période historique connue. Nous avons affaire à quelque chose d'inhabituel, confia Dr Renard au maire lors de son rapport préliminaire du 5 avril. Ces caves sont d'origine ancienne, probablement 18e siècle, mais elles ont été rénovées et habitées récemment. Nous avons trouvé des traces d'occupation moderne, restes de nourriture, vêtements, mobilier rudimentaire. Il semble qu'une personne ait vécu dans ces souterrains, peut-être pendant des années. Cette découverte intrigua profondément les autorités locales. Qui avait pu s'installer clandestinement dans les sous-sols de la bibliothèque municipale? Comment cette occupation avait-elle pu passer inaperçue pendant des années? Et surtout, où se trouvait maintenant cet occupant mystérieux? Le 8 avril, alors que l'équipe d'archéologues poursuivait ses investigations, ils firent une découverte qui allait transformer cette curiosité historique en affaire criminelle majeure. Dans la dernière salle du réseau souterrain, la plus éloignée de l'entrée principale, ils trouvèrent ce qui ressemblait à un véritable appartement souterrain. Une chambre meublée d'un lit, d'une armoire et d'une commode. Une kitchenette équipée d'un réchaud à gaz et d'un petit réfrigérateur, et même un coin bureau avec une table, une chaise et des étagères remplies de livres. Mais le plus troublant était ailleurs. Sur les murs de cette chambre souterraine, des dizaines de photographies étaient épinglées. Des clichés d'enfants du village pris à leur insu, des plans du parc municipal annotés, des coupures de journaux relatant la disparition d'Emma Lavigne, et surtout une série de portraits d'Emma elle-même, visiblement pris à différentes époques de sa croissance. Dr Renard, comprenant immédiatement la gravité de sa découverte, interrompit aussitôt les fouilles et contacta la gendarmerie. « Nous venons de tomber sur quelque chose qui dépasse largement le cadre archéologique », déclara-t-elle au capitaine Vaillant, toujours en poste 15 ans après sa première enquête sur la disparition d'Emma. « Je pense que vous devriez venir voir ça immédiatement. » L'arrivée de l'équipe d'investigation criminelle dans les sous-sols de la bibliothèque marqua le début d'une nouvelle phase dans l'affaire Emma Lavigne. 15 ans après, l'enquête qui semblait définitivement classée rebondissait de la manière la plus inattendue qui soit. L'investigation des sous-sols de la bibliothèque révéla progressivement l'existence d'un véritable bunker clandestin,
aménagée avec un soin méticuleux et une planification qui donnait le frisson. Le capitaine Vaillant, accompagné d'une équipe de techniciens de l'identité judiciaire, découvrit un espace de vie souterrain d'environ 40 mètres carrés, divisé en plusieurs pièces fonctionnelles qui témoignaient d'une occupation prolongée. La chambre principale contenait un lit, une place soigneusement faite, une armoire remplie de vêtements masculins de tailles diverses et d'époques différentes, comme si l'occupant les avait accumulés au fil des années. Sur la table de nuit, un journal intime relié de cuir noir attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Les premières pages, datées de septembre 2010, révélaient l'existence d'un plan minutieusement orchestré sur plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai commencé les travaux d'aménagement de ma nouvelle maison, écrivait la main inconnue dans une écriture appliquée. Personne ne soupçonne l'existence de ces caves. J'ai accès à la bibliothèque par mon travail, ce qui me permet de venir et repartir sans éveiller les soupçons. Dans quelques mois, quand tout sera prêt, je pourrai enfin accueillir Emma comme elle le mérite. Cette première mention du prénom d'Emma fit frémir les enquêteurs. Le journal contenait des dizaines de pages détaillant l'observation systématique de la fillette et de sa famille, avec des annotations sur leurs habitudes, leurs horaires, leurs lieux de promenade favoris. L'auteur de ces lignes avait manifestement étudié la vie des Lavigne pendant des mois avant de passer à l'action. « Emma a grandi plus vite que je ne l'aurais cru », notait l'homme en novembre 2023. « Elle a maintenant 22 ans et commence à poser des questions sur son passé. Je lui ai toujours dit que sa vraie famille l'avait abandonnée, que j'étais le seul à l'aimer vraiment. Mais ses souvenirs d'enfance remontent parfois à la surface, et je dois redoubler de vigilance. » Cette entrée bouleversa littéralement les enquêteurs. Emma était donc vivante. Elle avait grandi en captivité pendant 15 ans dans ce bunker souterrain, manipulée psychologiquement par son ravisseur qui avait réussi à lui faire croire que sa propre famille l'avait rejetée. L'ampleur de cette manipulation et de cet emprisonnement dépassait tout ce que l'équipe d'investigation avait pu imaginer. Le capitaine Vaillant ordonna immédiatement la fouille systématique de tout le réseau souterrain. Dans une salle adjacente, les techniciens découvrirent ce qui ressemblait à une école improvisée. Des manuels scolaires de tout niveau, des cahiers d'exercices remplis de l'écriture d'Emma à différents âges, des dessins d'enfants puis d'adolescentes épinglés au mur comme dans une vraie salle de classe. L'homme avait apparemment assuré lui-même l'éducation de sa prisonnière, lui dispensant un enseignement qui suivait grossièrement les programmes officiels. Plus troublante encore, une autre pièce servait visiblement d'atelier de menuiserie amateur où l'occupant avait fabriqué des meubles sur mesure pour son foyer souterrain. Parmi les outils, les enquêteurs trouvèrent plusieurs morceaux de bois sculptés représentant des jouets d'enfants, poupées rudimentaires, petits animaux, cubes de construction. Ces objets artisanaux racontaient l'histoire pathétique d'un homme tentant de recréer un univers familial artificiel dans les profondeurs de la terre. La découverte la plus accablante attendait l'équipe dans le bureau improvisé de l'homme. Un classeur méticuleusement organisé contenait des centaines de photographies d'Emma, prises clandestinement à toutes les étapes de sa croissance en captivité. Les clichés montraient une fillette qui grandissait dans cet environnement confiné, évoluant de l'enfant terrifié des premières semaines à l'adolescente apparemment résignée des dernières années. Sur certaines photos récentes, Emma apparaissait comme une jeune femme de 22 ans aux cheveux blonds toujours bouclés, mais aux yeux où brillait une tristesse profonde qui serrait le cœur. Elle portait des vêtements simples, probablement confectionnés par son ravisseur, et son visage gardait quelque chose de l'innocence enfantine qu'elle avait conservée malgré les années d'emprisonnement. « Mon Dieu !» murmura le capitaine Vaillant en feuilletant ce terrible album. « Cette pauvre enfant a été privée de toute sa jeunesse. Il faut la retrouver immédiatement. » L'analyse du journal révéla progressivement l'identité probable du ravisseur. Les références répétées à son travail à la bibliothèque, sa connaissance intime du bâtiment et de ses accès, ses mentions de Madame Dubois, l'ancienne bibliothécaire, désignaient clairement Henri Marchand comme le suspect principal.
L'homme qui avait témoigné tant de compassion aux parents d'Emma, qui avait créé l'espace mémoire dans la bibliothèque, était vraisemblablement celui qui détenait leur fille depuis 15 ans. Le capitaine Vaillant ordonna immédiatement la surveillance discrète de la maison d'Henri Marchand, rue des Acacias. L'objectif était de confirmer sa présence sur place et de localiser Emma avant de lancer l'assaut, car les dernières entrées du journal laissaient craindre le pire. L'homme semblait de plus en plus instable, évoquant des voix qui lui conseillaient de protéger Emma des influences extérieures et de préserver leur secret à tout prix. La maison de maître d'Henri Marchand, observée depuis un véhicule banalisé, semblait parfaitement normale, vue de l'extérieur. Les volets étaient ouverts, de la lumière filtrait aux fenêtres le soir, et les voisins confirmaient avoir aperçu Henri dans son jardin les jours précédents. Rien ne laissait supposer qu'une jeune femme était retenue prisonnière entre ces murs bourgeois. Cependant, l'analyse plus poussée du journal apporta une précision cruciale. Henri ne gardait pas Emma dans sa maison principale, mais dans un refuge secret qu'il avait aménagé dans l'ancien abri de tante Clémence. Cette mention intrigua les enquêteurs jusqu'à ce qu'ils découvrent, en consultant les archives municipales, que la propriété Marchand possédait un abri anti-aérien construit pendant la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de demeures bourgeoises de l'époque. Le 15 avril 2024, soit une semaine après la découverte du bunker de la bibliothèque, l'équipe du capitaine Vaillant était prête à intervenir. Mais avant de donner l'assaut, il fallait prévenir Thomas et Mathilde Lavigne de cette incroyable découverte. Comment annoncer à des parents endeuillés depuis 15 ans que leur fille était non seulement vivante, mais qu'elle avait grandi à quelques centaines de mètres de chez eux, sous l'emprise d'un homme qu'ils considéraient comme un ami? Le 15 avril 2024 à 14h30, le capitaine Patricia Vaillant sonna à la porte de l'appartement des Lavignes avec un mélange d'excitation et d'appréhension qu'elle n'avait jamais ressenti en 15 ans de carrière. Comment annoncer l'inimaginable à des parents qui avaient survécu à la pire épreuve qui soit? Thomas ouvrit la porte, reconnut immédiatement l'officier qui avait dirigé l'enquête sur la disparition de sa fille et sentit son cœur s'emballer. « Capitaine Vaillant, il y a du nouveau dans l'affaire d'Emma? Monsieur Lavigne, il faut que je vous parle, à vous et à votre épouse. Puis-je entrer? Ce que j'ai à vous dire va changer votre vie. » Mathilde, qui corrigeait des copies dans le salon, leva la tête et reconnut elle aussi la voix de l'enquêtrice. Elle rejoignit son mari dans l'entrée, le visage déjà marqué par l'angoisse de ces retrouvailles inattendues avec leur passé douloureux. « Madame Lavigne, » commença le capitaine Vaillant en prenant place dans le salon, « ce que je vais vous annoncer va vous sembler impossible à croire. Nous avons retrouvé Emma. Elle est vivante. » Le silence qui suivit cette déclaration fut si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge comtoise dans l'entrée. Thomas et Mathilde se regardèrent, incapables de comprendre ces mots qui bouleversaient 15 années de deuil et de résignation. « Vivante !» répéta Mathilde d'une voix à peine audible. « Mais comment? Où ?» Emma a été retenue prisonnière pendant tout ce temps par Henri Marchand, le bibliothécaire. Il l'avait séquestrée dans un bunker souterrain, aménagé sous la bibliothèque municipale, puis l'a transférée dans un abri secret sur sa propriété. Nous allons procéder à son arrestation et libérer votre fille dans les prochaines heures. » Thomas s'effondra sur son fauteuil, la tête entre les mains, secoué de sanglots qui mêlaient joie incrédule et colère immense. « Henri Marchand? Mais c'est lui qui nous aidait. C'est lui qui avait créé l'espace mémoire pour Emma. Comment a-t-il pu ?» « C'est effectivement l'aspect le plus troublant de cette affaire, » confirma le capitaine Vaillant. « Marchand a joué un double jeu pendant des années, vous apportant son soutien en public tout en détenant votre fille en secret. Nous pensons qu'il a agi de cette manière pour surveiller l'évolution de l'enquête et s'assurer qu'il ne serait jamais soupçonné. » Mathilde, encore sous le choc, parvenait à peine à articuler ses questions. « Dans quel état? Comment va-t-elle? Elle se souvient de nous ?» Le capitaine Vaillant hésita avant de répondre, sachant que cette partie de la vérité serait peut-être la plus difficile à accepter pour les parents. D'après ce que nous avons pu reconstituer grâce au journal de Marchand,
Emma a subi un lavage de cerveau systématique. Il lui a fait croire que vous l'aviez abandonné, qu'il était sa vraie famille. Elle a grandi en pensant que vous ne l'aimiez pas et que lui seul se souciait d'elle. Cette révélation frappa Thomas et Mathilde comme un coup de massue. Non seulement leur fille avait été privée de liberté pendant 15 ans, mais elle avait aussi été psychologiquement manipulée au point de rejeter l'amour de ses véritables parents. L'homme qui prétendait les aider avait méthodiquement détruit les liens familiaux qu'il chérissait tant. « Il faut que vous compreniez, » continua l'officier, « qu'Emma n'est plus la fillette de 7 ans que vous avez perdue. C'est maintenant une jeune femme de 22 ans qui ne vous reconnaîtra peut-être pas immédiatement et qui pourrait même vous rejeter dans un premier temps. La déprogrammation de ce type de manipulation mentale peut prendre des mois, voire des années. À 16 ans, l'opération de libération d'Emma commença. L'équipe du GIGN, spécialement formée pour ce type d'intervention délicate, encercla discrètement la propriété Marchand. L'abri anti-aérien se trouvait effectivement dans le jardin, dissimulé sous une butte artificielle recouverte de végétation. L'entrée, camouflée par une porte métallique peinte en vert pour se confondre avec l'environnement, était invisible pour qui ne connaissait pas son emplacement exact. Le capitaine Vaillant, équipé d'un micro-cravate et d'une caméra portative, descendit la première dans l'abri pour évaluer la situation. Ce qu'elle découvrit la bouleversa profondément. Un espace souterrain aménagé avec un soin pathologique, reproduisant l'apparence d'un foyer familial normal. Salon avec canapé et télévision, cuisine équipée, chambre décorée comme celle d'une adolescente, et même une petite bibliothèque remplie de livres choisis. Emma se trouvait dans le salon, assise sur le canapé, lisant tranquillement un roman d'Amélie Nothomb. En voyant surgir cet inconnu en uniforme, elle ne manifesta ni peur ni surprise, mais plutôt une forme de résignation lasse, comme si elle s'attendait depuis longtemps à ce moment. « Bonjour Emma », dit doucement le capitaine Vaillant en s'approchant avec précaution. « Je suis officier de police. Je suis venu pour vous emmener retrouver vos parents. » Emma leva vers elle des yeux bleus devenus graves, si différents du regard pétillant de la fillette des photographies. « Mes parents m'ont abandonnée quand j'étais petite, » répondit-elle d'une voix calme mais froide. « Henri me l'a expliqué. Il est le seul à m'avoir jamais aimé vraiment. »« Emma, ce n'est pas vrai. Henri vous a menti. Vos parents, Thomas et Mathilde Lavigne, ne vous ont jamais abandonné. Ils vous ont cherché pendant 15 ans. Ils n'ont jamais cessé de vous aimer. » Un trouble évident passa dans le regard d'Emma. « Vous mentez. Henri m'a montré les journaux. Il m'a dit qu'ils avaient organisé une fête après ma disparition, qu'ils étaient contents d'être débarrassés de moi. » Le capitaine Vaillant réalisa l'ampleur de la manipulation psychologique subie par la jeune femme. Marchand avait non seulement détruit sa confiance en ses véritables parents, mais il avait aussi créé de faux souvenirs et de fausses preuves pour justifier son mensonge. « Emma, j'aimerais que vous veniez avec moi. Vous allez pouvoir parler avec vos vrais parents et découvrir la vérité. Si après ça vous voulez revenir ici, personne ne vous en empêchera. Mais donnez-vous au moins la chance de connaître leur version des faits. » C'est à ce moment qu'Henri Marchand apparut dans l'abri, surgissant d'une pièce adjacente où il s'était caché depuis l'arrivée de la police. À 69 ans, il avait vieilli prématurément. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs et son visage portait les traces d'une obsession dévastatrice. Il tenait à la main un couteau de cuisine qu'il pointa vers le capitaine Vaillant. « Éloignez-vous d'Emma !» cria-t-il d'une voix hystérique. « Elle est ma fille maintenant. Je l'ai élevée, je l'ai protégée, je l'ai aimée comme personne ne l'a jamais aimée. Vous n'avez pas le droit de nous séparer. » Emma se leva du canapé, manifestement troublée par cette escalade de violence qu'elle n'avait jamais connue dans sa prison dorée. « Henri, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as un couteau? Ces gens veulent t'emmener, ma chérie. Ils veulent te ramener vers ceux qui t'ont abandonné. Mais moi, je ne te laisserai jamais partir. Nous allons rester ensemble pour toujours, comme je te l'ai promis. » Le capitaine Vaillant, formé aux négociations avec des individus psychologiquement instables, garda son calme, malgré la tension extrême de la situation. « Monsieur Marchand, posez cette arme. Emma est assez grande pour choisir par elle-même. Si vous l'aimez vraiment, vous devez respecter sa liberté de décision. »
Sa liberté, ricana Henri avec amertume. Elle avait 7 ans quand je l'ai sauvée. Elle était terrifiée, abandonnée dans ce parc. Ses soi-disant parents l'avaient laissée seule, livrée à tous les dangers. Moi, je l'ai protégée, je lui ai donné une vraie famille. Emma, pour la première fois depuis des années, sembla retrouver des fragments de ses véritables souvenirs d'enfance. Le stress de la situation, les paroles du capitaine Vaillant, et surtout la violence inhabituelle d'Henri, fissurent le mur de mensonges soigneusement construit pendant 15 ans. « Henri, dit-elle d'une voix tremblante, tu m'as toujours dit que mes parents ne m'aimaient pas. Mais je me souviens de quelque chose. Je me souviens d'un homme qui jouait au frisbee avec moi. Il me souriait, il me faisait rire. Et une femme aux cheveux auburn qui sentait bon les roses. C'était eux, n'est-ce pas? C'étaient mes vrais parents. » Le visage d'Henri se décomposa. 15 ans de manipulation psychologique s'effondraient en quelques secondes face aux souvenirs authentiques qui remontaient à la surface. « Non, non, ce sont des illusions. Je suis ton père maintenant. J'ai tout fait pour toi. Vous avez détruit sa vie, » intervint fermement le capitaine Vaillant. « Vous avez volé son enfance, son adolescence, sa jeunesse. Vous avez privé ses parents de voir grandir leur fille unique. Comment osez-vous appeler ça de l'amour ?» Dans sa rage et son désespoir, Henri se tourna vers Emma avec son couteau, non pour la blesser, mais pour la forcer à le suivre dans une fuite impossible. « Viens, Emma, nous allons partir loin d'ici, nous trouverons un autre endroit où être heureux ensemble. » Mais Emma, libérée par la vérité qui se révélait enfin, recula instinctivement. « Non, Henri, je ne veux plus mentir, je ne veux plus me cacher. Je veux voir mes vrais parents. Je veux connaître la vérité sur ma vraie famille. » Cette déclaration fut le coup de grâce pour Henri Marchand. L'homme qui avait construit toute son existence autour de cette relation factice s'effondra psychologiquement. Il laissa tomber son couteau et se mit à pleurer comme un enfant, murmurant des excuses incohérentes mêlées de justifications délirantes. Les agents du GIGN, qui suivaient la scène depuis l'extérieur grâce au micro, choisirent ce moment pour intervenir. En quelques secondes, Henri fut maîtrisé et menotté, tandis qu'Emma était délicatement escortée vers la sortie de l'abri. Quand elle émergea à la lumière du jour, après 15 années d'emprisonnement souterrain, Emma cligna des yeux, éblouie par un soleil qu'elle n'avait vu que filtré par les petites fenêtres artificielles de ses geôles successives. À 22 ans, elle découvrait le monde extérieur avec les yeux émerveillés d'une enfant, touchant avec précaution l'écorce des arbres, respirant profondément l'air frais du printemps bourguignon. Le capitaine Vaillant l'accompagna jusqu'à l'ambulance où l'attendaient Thomas et Mathilde. Les retrouvailles entre ses parents et cette fille qui avait vécu séparée pendant 15 ans furent d'une intensité bouleversante. Emma regardait ces deux inconnus qui pleuraient en la voyant, cherchant dans leurs visages vieillis les traces des souvenirs d'enfance qui remontaient lentement à sa mémoire. « Papa ?» murmura-t-elle en fixant Thomas, reconnaissant dans ses yeux bleus le regard bienveillant de l'homme au frisbee. « C'est vraiment toi. » Thomas ne put que hocher la tête, incapable de prononcer un mot, tendant lentement les bras vers cette fille qu'il avait cru morte pendant tant d'années. Emma fit un pas hésitant vers lui, puis se laissa enlacer par cet homme qui tremblait d'émotion. « Ma petite fille !» parvint-il enfin à articuler. « Mon Emma, tu nous as tellement manqué. » Mathilde, bouleversée, s'approcha à son tour. « Emma, ma chérie, c'est maman. Tu te souviens de moi ?» Emma la regarda longuement, puis tendit une main timide vers les cheveux auburn devenus gris, reconnaissant cette douceur familière qui l'avait bercée dans sa petite enfance. L'arrestation d'Henri Marchand et la libération d'Emma Lavigne marquèrent le début d'un long processus de reconstruction familiale et judiciaire. Henri fut immédiatement incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, où il sombra rapidement dans une dépression profonde, refusant de s'alimenter et répétant obsessionnellement qu'il avait sauvé Emma de l'abandon. Les expertises psychiatriques révélèrent une personnalité profondément perturbée, marquée par le deuil non résolu de sa propre famille décédée en 1995. Le procès qui s'ouvrit en septembre 2024 à la cour d'assises de Côte-d'Or révéla l'ampleur minutieuse de la planification de Marchand.
Dès son arrivée à Sainte-Colombe, en 2013, il avait commencé à observer Emma et sa famille utilisant sa position de bibliothécaire pour accéder discrètement aux informations personnelles des habitants. Sa proximité feinte avec les Lavigne lui avait permis de connaître intimement leurs habitudes et de planifier l'enlèvement avec une précision chirurgicale. Les témoignages révélèrent qu'Henri avait passé près de 6 mois à aménager le bunker sous la bibliothèque, travaillant de nuit pour ne pas éveiller les soupçons. Il avait installé un système de ventilation sophistiqué, l'électricité et même un accès à Internet pour assurer l'éducation d'Emma. Son plan consistait à garder la fillette cachée jusqu'à sa majorité, puis à déménager avec elle vers une région reculée où ils pourraient vivre comme père et fille adoptive. Emma, devenue partie civile, témoigna avec un courage remarquable devant la cour. Elle décrivit 15 années de manipulation psychologique subtile mais constante, où Marchand alternait entre affection paternelle et menaces voilées. Il me disait que si je tentais de m'échapper, les gens me renverraient vers mes parents qui ne voulaient pas de moi. Il avait créé de fausses preuves, de faux articles de journaux prétendant que mes parents avaient fêté ma disparition, de fausses lettres où ils exprimaient leur soulagement d'être débarrassés de moi. La jeune femme expliqua également comment Marchand avait progressivement effacé ses souvenirs d'enfance, lui administrant des médicaments qui altéraient sa mémoire et remplaçant ses vrais souvenirs par des histoires inventées. Pendant des années, j'ai vraiment cru que mes parents ne m'aimaient pas. C'est seulement quand cette policière a mentionné leur nom et quand j'ai vu Henri avec ce couteau que tout est remonté d'un coup. Le verdict fut sans appel. Henri Marchand fut condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour enlèvement et séquestration d'un mineur avec préméditation, violence psychologique et usurpation d'identité. Le président de la Cour souligna dans ses attendus la gravité exceptionnelle d'un crime qui a détruit non seulement la vie de la victime, mais aussi celle de toute une famille pendant 15 années. Pour Emma, la libération physique ne fut que le début d'un long processus de réadaptation. Accompagnée par une équipe de psychologues spécialisés dans les traumatismes de longue durée, elle dut réapprendre à vivre dans le monde extérieur, à faire confiance aux autres et surtout à reconstruire sa relation avec ses véritables parents. Les premiers mois furent particulièrement difficiles. Emma souffrait d'agoraphobie sévère après 15 ans de confinement, paniquait dans les espaces ouverts et avait du mal à supporter la présence de plus de 2 ou 3 personnes à la fois. Elle dormait mal, réveillée par des cauchemars où Henri revenait la chercher pour la ramener dans son bunker souterrain. Thomas et Mathilde firent preuve d'une patience infinie, comprenant que leur fille avait besoin de temps pour retrouver sa place dans une famille qu'elle avait été forcée d'oublier. Ils aménagèrent leur appartement pour qu'Emma dispose d'un espace personnel où elle pouvait se réfugier quand l'angoisse devenait trop forte. Ils respectèrent son rythme, acceptèrent ses refus de contact physique dans les premiers temps et l'encouragèrent à exprimer ses émotions sans jugement. Progressivement, les vrais souvenirs d'enfance d'Emma refirent surface. Elle se rappela les promenades avec son père, les histoires que lui racontait sa mère, sa chambre décorée de dessins de tournesol, sa poupée aux cheveux roux qu'elle avait appelée Rosalie. Chaque souvenir retrouvé était une victoire sur la manipulation de Marchand, un pas de plus vers la réconciliation avec son passé authentique. Emma découvrit aussi avec émerveillement le monde qu'elle avait manqué pendant 15 ans. Internet et les réseaux sociaux, qu'Henri lui avait toujours interdit, lui ouvrirent des horizons insoupçonnés. Elle rattrapa avec avidité 15 années de musique, de films, de livres, se passionnant pour tout ce dont elle avait été privée. Thomas et Mathilde l'accompagnèrent dans ses découvertes, émus de voir leur fille retrouver la curiosité naturelle qu'elle manifestait enfant. Au bout d'1 an de thérapie intensive, Emma exprima le souhait de reprendre des études. Elle avait reçu une éducation correcte de la part de Marchand, mais celle-ci comportait de nombreuses lacunes, notamment en sciences et en langues étrangères. Elle s'inscrivit à l'université de Dijon en tant qu'auditrice libre, puis intégra progressivement des cours de psychologie, discipline qui l'intéressait particulièrement après son expérience personnelle. La reconstruction familiale
ne fut pas sans difficulté. Emma et ses parents durent apprendre à se connaître à nouveau, 15 ans ayant créé un fossé immense entre la fillette disparue et la jeune femme retrouvée. Il fallut du temps pour établir de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels familiaux qui tenaient compte de la personnalité d'Emma adulte plutôt que des souvenirs idéalisés de l'enfant qu'elle avait été. Cependant, l'amour profond qui unissait cette famille triompha progressivement des obstacles. 2 ans après les retrouvailles, Emma put enfin dire « Je t'aime » à ses parents, sans ressentir la culpabilité que Marchand avait instillée en elle. Elle commença à participer aux tâches familiales, aux sorties, aux fêtes, redécouvrant le plaisir simple d'appartenir à une vraie famille. Le village de Sainte-Colombe, traumatisé par la révélation que l'un de ses habitants les plus respectés était en réalité un criminel, vécut également un processus de reconstruction collective. La bibliothèque municipale fut définitivement fermée, les habitants ne supportant plus l'idée que leurs enfants puissent fréquenter un lieu associé à tant de souffrances. L'ancienne école maternelle fut transformée en nouveau centre culturel, symbolisant la volonté de tourner la page sur cette période sombre. Une cérémonie commémorative fut organisée en avril 2025, 1 an après la libération d'Emma, pour rendre hommage à sa résilience et célébrer les retrouvailles familiales. Toute la population du village y participa, ainsi que les nombreuses personnes qui avaient contribué aux recherches pendant 15 ans. Emma, encore fragile mais déterminée, prononça un discours émouvant où elle remercia tous ceux qui n'avaient jamais cessé de chercher et d'espérer. « Je sais que ma disparition a marqué ce village et traumatisé beaucoup d'entre vous, » déclara-t-elle d'une voix claire. « Mais je veux que vous sachiez que votre amour et votre soutien envers mes parents m'ont aidé à survivre, même sans le savoir. L'amour véritable finit toujours par triompher du mensonge et de la manipulation. » Aujourd'hui, Emma Lavigne a 25 ans. Elle termine un master de psychologie à l'université de Dijon et se spécialise dans l'aide aux victimes de manipulations psychologiques. Elle vit en colocation avec d'autres étudiants ayant appris à faire confiance au monde extérieur tout en gardant des liens privilégiés avec ses parents. Elle sort avec un jeune homme bienveillant qui connaît son histoire et l'accompagne patiemment dans sa reconstruction personnelle. Thomas et Mathilde, maintenant quinquagénaires, ont retrouvé une sérénité qu'ils n'espéraient plus. Ils ont vendu leur appartement pour racheter une maison dans un village voisin, loin des souvenirs douloureux de Sainte-Colombe, mais assez proches pour qu'Emma puisse leur rendre visite régulièrement. Ils jardinent de nouveau ensemble, cuisinent en famille le dimanche et reconstituent patiemment le puzzle d'une vie familiale interrompue. L'affaire Emma Lavigne a également eu des répercussions nationales importantes. Elle a conduit à une révision des procédures de vérification des antécédents du personnel travaillant au contact des enfants et à la mise en place de protocoles de surveillance plus stricts pour les bâtiments publics susceptibles de receler des espaces cachés. La loi Emma, votée en 2025, renforce les sanctions contre les crimes de manipulation psychologique sur mineurs et améliore l'accompagnement des victimes de séquestration longue durée. Cette histoire nous rappelle que derrière les apparences les plus respectables peuvent se cacher les intentions les plus criminelles, mais aussi que l'amour familial et la détermination peuvent surmonter les épreuves les plus terribles. Elle nous enseigne que la vérité, même cachée pendant des années, finit toujours par éclater, et que l'espoir ne doit jamais être abandonné, même dans les situations les plus désespérées. Le courage d'Emma, la ténacité de ses parents et la solidarité de toute une communauté ont permis que justice soit rendue et qu'une famille brisée se reconstruise. Leur histoire, douloureuse mais finalement triomphante, continue d'inspirer tous ceux qui luttent contre l'adversité et croient en la force de l'amour véritable. Cette affaire nous interroge sur notre capacité à voir au-delà des apparences et à protéger les plus vulnérables de notre société. Qu'avez-vous pensé de cette histoire bouleversante? Imaginiez-vous qu'Emma puisse être retenue si près de ses parents pendant tout ce temps? Comment une communauté peut-elle se reconstruire après une telle trahison de confiance? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Si vous avez été touché par cette histoire de résilience et de retrouvailles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like pour soutenir notre travail et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux histoires vraies de courage et d'espoir. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces épreuves surmontées que nous pouvons continuer à croire en la capacité humaine à triompher du mal et à reconstruire ce qui semblait à jamais détruit.